triangle sidéral constitue une révolution dans l'histoire de la pensée astrologique contemporaine. Car pour la première fois, depuis l'Antiquité en quelque sorte, on échappe au calcul pour passer dans le visuel astronomique. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, d'un certain côté, j'ai des positions qui veulent émanciper l'astrologie de l'astronomie, mais c'est simplement pour dire que tout ce qui est astronomique ne constitue pas de l'or pour l'astrologie. Et il ne s'agit pas de se démarquer radicalement de l'astronomie. La démarche du triangle sidéral, c'est de dire, regardons le ciel, observons le ciel, ici et maintenant. On n'est plus dans une approche rétrospective en disant comment était le thème astral, le thème natal à la naissance de je ne sais pas qui. Non, on est carrément dans le présent. Bon, on a le droit, bien entendu, de faire des rétrospectives ou des prospectives, mais fondamentalement, ce que les gens veulent, c'est comprendre ce qui se passe maintenant, ce qui est en train de se jouer, en tout cas sur un nombre limité d'années, aussi bien dans le temps passé que dans le temps futur. Et là, on se retrouve dans des conditions qui sont certainement extrêmement semblables à celles qui ont présidé à la naissance de l'astrologie sous sa forme première. C'est-à-dire, tout simplement, nous regardons le ciel, nous repérons dans le ciel des points fixes qui sont toujours au même endroit, qui ne bougent pas, à l'échelle d'une génération qui ne bouge absolument pas. Donc on sait où ils sont. En revanche, il y a un astre qui bouge, lui, qui est en l'occurrence Saturne, ce fameux Saturne avec son anneau. Enfin, on ne voit pas très bien d'ailleurs cette planète entourée de ce très bel anneau qui la caractérise et qui lui circule. Et à un moment donné, on le voit visuellement, n'est-ce pas? On le voit occuper une position médiane par rapport à deux étoiles fixes, à ces deux fameuses étoiles fixes qui sont là, qu'on le voit et qu'on connaît, que le peuple connaît, que le peuple est observé quotidiennement. On retrouve donc là le génie de l'astrologie d'origine, à savoir de travailler sur cette dialectique entre deux corps célestes que à un moment donné on avait confondu quand l'astronomie était encore dans les limbes. On n'avait pas compris qu'il y avait deux types d'étoiles, les étoiles fixes et les étoiles errantes. Elles portent tous les noms d'ailleurs, tous les deux au départ, le nom d'étoiles. Mais ce sont des étoiles de caractère très différents. Et c'est ce mariage combinatoire entre ces deux types d'étoiles qui est fondatrice de l'astrologie. Première. Donc, nous avons là un spectacle qui n'a besoin d'aucun calcul et qui se réduit, qui se résout dans le simple fait que l'on voit se former une configuration. Le peuple, puisque pour moi l'astrologie c'est quelque chose qui agite le peuple, hein, c'est quelque chose qui meut le peuple, qui le fait se mouvoir, qui le fait se motiver, qui lui donne de l'émotion, eh bien le peuple voit, ou plus exactement, il voyait. Parce que il faut toujours distinguer les conditions d'origine et celles que nous connaissons des milliers d'années plus tard. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que on est dans un processus subconscient. C'est-à-dire notre corps, nos yeux regardent toujours le ciel, mais à notre insu. Et ce qui est intéressant en ce XXIe siècle, c'est que nous allons pouvoir regarder en pleine conscience quelque chose que nous ne regardions plus
que dans la subconscience. Nous allons, comme M. Jourdain, nous allons regarder ce que nous regardions sans le savoir. Nous allons faire de l'astronomie, alors que nous faisions de l'astronomie sans le savoir, puisque c'était un savoir astronomique qui était subconscient. Donc, nous allons nous remettre dans les bottes de nos ancêtres lointains qui avaient décidé de se mettre d'accord, d'être dans un consensus en ce qui concerne la question d'un calendrier, comme aujourd'hui on parle d'un calendrier électoral. Eh bien, on savait que lorsque Saturne se trouverait à mi-parcours entre deux étoiles fixes royales, quelque chose qu'on voit, enfin l'être humain a un mode de fonctionnement mental qui lui permet de voir à peu près quand un astre se trouve au milieu de deux autres points. Il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour comprendre ça, il ne faut pas des calculs savants pour le savoir. D'autant plus que de toute façon, on n'est pas à un jour près. Hein. C'est un processus qui se met en place, qui se développe, et on n'est pas dans la problématique de l'heure de naissance à une minute près, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même temporalité, disons-le clairement. Donc, nous avons là un processus visuel que l'on conscientise, dont on reprend conscience, dont on reprend le contrôle, en quelque sorte, dont on prend conscience. Et c'est une révolution, comme je disais, parce que nous ne sommes plus en train de faire des calculs, nous ne sommes plus dans une astrologie virtuelle, presque fictive, comme celle d'un Roger Hickey avec son ACB. Nous sommes dans une astrologie extrêmement simple, extrêmement concrète, extrêmement visuelle, palpable, tangible quelque part. Alors évidemment, très simple dans son concept. Et évidemment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cette simplicité, il faut l'assumer. Et il faut l'assumer parce que cette simplicité rend l'astrologie falsifiable, rend l'astrologie quantifiable, remet l'astrologie dans le champ des disciplines que l'on peut appréhender scientifiquement, que l'on peut contrôler, que l'on peut tester. Alors que la politique actuelle était plutôt une astrologie un petit peu qui est insaisissable. Hein, par sa complexité, ce n'est jamais la même chose, enfin c'est une sorte de tour de passe-passe permanent, on a l'impression de jouer avec un édredon, comme on dit. Alors, évidemment, le problème qui se pose, c'est de savoir à quoi ça sert tout ça. Il s'agit, je répondrai dans un premier temps, je répondrai que ça sert à comprendre ce qui se passe dans notre, pas ce qui se passe dans le monde, mais ce qui se passe en nous, quels sont les processus qui sont en train de se développer, qui se déploient en nous selon une certaine temporalité qui est réductible à une sorte de cycle de 7 ans, bien que ce ne soit pas exactement 7 ans, et que ce qui est important, ce n'est pas le fait d'être 7 ans, c'est le fait de voir à quel moment on est dans une sorte de triangle. Voilà. C'est le fameux triangle qu'on retrouve dans les étoiles. Lorsqu'on utilise ce système des triangles, les deux étoiles, l'hexagone, ce sont deux triangles qui sont emboîtés l'un dans l'autre, et l'étoile de David, ce sont deux triangles. Donc, nous avons là, oui, c'est le 6, c'est le double de 3. Évidence. Et on trouve ça aussi dans l'équerre des maçons, quelque part le triangle. Donc, à quoi ça sert? Ben, ça sert à comprendre, d'abord, premièrement, ça sert à réinstaurer le droit constitutionnel, le droit électoral, sur une base qui est digne du XXIe siècle, qui est digne d'un monde très technologique, où quelque part l'humanité ne doit pas être en décalage avec cette technologie, mais montrer qu'elle est elle-même porteuse d'une technologie extrêmement avancée. En intérieur, qu'elle s'est construite à travers l'histoire, dans son propre fonctionnement intérieur et social, sur une base technologique.
Et à ce moment-là, il n'y a plus d'un côté une technologie extrêmement rigoureuse, du côté une nature humaine qui serait fantaisiste, fantasque, etc. Ça n'est plus possible. Il y a une structure extrêmement rigoureuse en nous-mêmes qui n'a rien à envier aux machines, quelque part, jusqu'à un certain point. Donc, il s'agit là d'une loi concernant la psychologie des foules, une loi concernant le comportement de l'électorat, hein, notamment le l'électorat féminin. Et là-dessus, il y a un débat. On sait que les femmes sont déjà sensibles par leur menstruation à ces phénomènes-là. Je pense qu'il n'y a rien d'exagéré à dire que pourquoi on ne pourrait pas considérer qu'elles sont les premières atteintes, les premières touchées par ce phénomène du triangle sidéral. Apparemment, elles ont l'équipement pour ça. Et bien évidemment, une fois que ce premier niveau est touché, il a des répercussions à d'autres niveaux. Et comme j'ai dit il y a quelques temps, quelques heures même, les leaders ne sont pas eux-mêmes touchés par la cyclicité directement. Ils ne le sont que parce que les femmes, en tout cas parce que le peuple l'est. Et comme il l'est et qu'il est ouvert, et qu'il est en demande, ça force finalement, ça détermine évidemment le comportement des hommes. En tout cas, ça détermine à quel moment ils vont pouvoir intervenir. Donc, si vous voulez, à partir du moment où une femme est disponible, ça enclenche chez l'homme une disponibilité de son côté. Mais sans la disponibilité de la femme, l'homme ne serait pas disponible quelque part. Ou du moins, il serait disponible en permanence, ce qui n'avance pas. Mais là, il est dans une disponibilité beaucoup plus créatrice, puisqu'il sait qu'en face de lui, il y a une demande, il y a une attente. Donc, j'abandonne l'idée que l'astrologie serait une science des cycles des leaders, pas du tout. C'est une erreur de perspective. Elle est la science du peuple, elle explique les rythmes auxquels le peuple est soumis, et puisque le peuple est soumis à ces rythmes-là, et que lui-même, ce peuple, il est motivé à se choisir des leaders, des chefs, eh bien forcément, les chefs vont être embarqués dans ce processus, ça va de soi, mais indirectement. C'est-à-dire que c'est parce que, n'est-ce pas, c'est comme l'histoire de ne pas jeter des perles au pourceau. On ne peut pas donner quelque chose à des gens qui ne sont pas prêts. Donc il faut attendre que le peuple soit prêt, et il l'est parce qu'il y a un cycle qui le lui permet, et quand il est prêt, eh bien, quand il est prêt à recevoir, eh bien, on peut lui donner des perles. Et ça ne sert à rien de lui donner des perles quand il n'est pas encore prêt à recevoir, tout simplement. Alors maintenant, au fond, je dirais très simplement, que ça plaise ou non, que l'astrologie est évidemment, au bout du compte, cette rencontre entre le peuple, et quand je dis peuple, c'est une façon de parler, entre des différents groupes des groupes de personnes, des communautés, des entreprises. C'est à différentes échelles que ce phénomène se produit. Ce n'est pas une seule problématique à l'échelle de tout un peuple. D'ailleurs, moi, je crois beaucoup plus à des communautés et à des problématiques communautaires qu'à l'idée d'un État où il y aurait une seule et même entité. Bon, si ce n'est comme une valeur de régulation et d'harmonisation, mais globalement, on est dans un ensemble de diverses entités, de diverses communautés. Autrefois, sous la Révolution, on parlait de diversité des nations au sein même de la France. Le mot nation a évolué, on ne va pas revenir là-dessus. Par exemple, on parlait de la nation juive au sein de l'État français. Donc, je ne comprends pas très bien cette notion d'État-nation, d'ailleurs, je trouve qu'elle est tout à fait abusive. Enfin, on va pas